Lacan, nous et le réel, 97e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, comme nous l'avons vu dans les dernières séances, nous avons survolé, c'est-à-dire juste effleuré, ce que Freud a appelé le stade oral, le stade anal, et ensuite donc un stade qui est non pas encore le stade génital, mais le stade phallique. Et c'est là que nous avons bien sûr opéré une petite diversion pour revenir sur cette notion de mythe, cette notion de mythe qui, si nous ne sommes pas intégralement plongés dans cette notion de parole telle qu'elle émerge dans la Grèce antique, avec ce mythos, ce logos, donc cette articulation des deux manières, donc une ambivalence pour dire le terme même de parole, c'est très difficile d'entrer dans la forme de la pensée freudienne, parce que ce qui, disons, fait défaut à la plupart des psychanalystes, on voit dans quelle dérive la psychanalyse est entrée au cours de ces 40 dernières années, c'est-à-dire après la mort de Lacan, jusqu'au point de devenir, comme aujourd'hui, totalement inepte, c'est-à-dire contraire aux suppositions de base, aux hypothèses freudiennes qui ont été largement démontrées par la suite, et notamment par Lacan. Donc, ce stade oral, ce stade anal, ce stade phallique, aujourd'hui, nous allons y revenir, notamment par une notion qui apparaît comme un questionnement chez Lacan lui-même. Est-ce que le psychanalyste peut tenir cette position dans la cure que lui confère l'analysant, puisque ce n'est pas le psychanalyste qui décide de la tenir, mais l'analysant lui-même le met dans une certaine position qui s'appelle idéal-ish. Alors ce terme de idéal-ish, le plus souvent, même par Lacan malheureusement, ce qui m'étonne, est traduit par idéal du moi. Ce qui entraîne toutes sortes de confusions. D'abord parce que idéal-ish, ça veut dire en allemand idéal-je. Et vous savez qu'il y a ich idéal aussi qui va apparaître, donc qui est traduit bien sûr par moi idéal. Évidemment, quand on connaît la rigueur avec laquelle Freud articule chaque terme de sa pensée et les multiples corrections qu'il a opérées sur ses ouvrages au fur et à mesure, on voit que, bien sûr, ça ne peut pas être du même ordre, un idéal-ish et un ish idéal, c'est-à-dire un idéal-je et un je idéal. Alors, comment apparaît cette notion-là? Eh bien, c'est toute la difficulté et c'est tout l'avantage de la clinique lacanienne. C'est-à-dire que bien sûr, Freud là amène quelque chose, il est soutenu en ça par un texte absolument remarquable que Lacan souligne dans les années 30 par Jenkel et Bergley qui s'appelle Übertragung und Liebe, ce qui se traduit par transfert et amour. Et vous avez vu que là, en fait, nous essayons de naviguer autour de cette notion de transfert avec les 4 séminaires qui ont été faits sur
le banquet de Platon, et bien sûr, ensuite, avec cette notion-là qui apparaît et qui pose question, puisque dans ce texte-là, Übertragung und Liebe, les auteurs en arrivent à cette hypothèse qui les fait rire, que non seulement l'amour apparaît comme coupable la plupart du temps, mais encore, s'il y a amour, ce n'est que pour échapper aux affres de la culpabilité. Ce qui laisse quand même pantois. Comment c'est possible de remonter, avec la phénoménologie freudienne, ce mystère d'un amour qui ne se différencie pas vraiment du transfert, on l'a vu, puisque la question c'est comment le psychanalyste doit-il occuper cette place-là dans le transfert, ce transfert étant non pas une forme de l'amour, mais l'amour lui-même. En tout cas, c'est l'hypothèse lacanienne, et la base, bien sûr, reste tout le temps freudienne, puisque c'est Freud qui découvre ça. C'est pour ça qu'il est impossible, mais absolument impossible de comprendre quoi que ce soit à Lacan, non seulement sans passer par ses signifiants, ce qu'il dit lui-même. Donc, si vous lisez Lacan, vous allez voir le nombre de signifiants qu'il y a et par lesquels vous êtes obligé de passer. Et parmi les signifiants, bien sûr, on a relevé celui qu'il consacre comme son maître, donc Alexandre Kojève, mais bien sûr Freud qui lit à la trace, à la lettre et en allemand, parce que sinon c'est impossible de se saisir de la forme de la pensée freudienne. Et pour avoir une idée de la psychanalyse, il faut avoir une idée de la forme de la pensée freudienne, bien sûr, c'est-à-dire cette acmé de la lettre juive, où il en arrive justement dans la précision de sa lecture, et bien sûr, ça constitue l'alpha freudien, mais il y a aussi l'oméga lacanien, en quelque sorte. C'est-à-dire, quelle est la finalité de cette cure, qui est déjà inscrite par Freud comme un aveu d'une très grande humilité. Alors, je vais vous la lire tout de suite, parce que ça va donner un petit peu le ton de la manière dont il faut lire Freud. Écoutez ça, l'humilité. En règle générale, il est vrai, notre thérapie doit se contenter de conduire de manière plus rapide et plus fiable, avec moins de dépenses, vers la bonne issue qui, dans des conditions favorables, se serait spontanément mise en place. Donc vous voyez que la manière dont Freud imagine la cure analytique, ce n'est pas autre chose que de rétablir quelque chose qui s'est lui-même désaxé, désorienté, désengagé des bonnes issues qui sont prévues par la nature, en quelque sorte, dans un premier temps, puisque on va employer le mot nature ici, vu que Freud fait un appel à la phylogénèse qui est constant, c'est-à-dire que nous sommes bien sûr singulièrement chacun un sujet qui a une aventure dans la vie qui est d'une singularité absolue. Mais nous sommes aussi, et peut-être même avant tout, les représentants d'une espèce. Donc ce qu'on va voir, et ce qu'on va essayer de voir justement, c'est comment le développement qui aurait dû avoir lieu et qui s'est dévoyé, en quelque sorte, peut être remis dans son axe par la cure analytique. Donc, vous vous souvenez que nous avons commencé par cette histoire de stade oral, là, et là, nous allons faire appel aussi à peut-être le disciple est aussi le lecteur le plus avisé de Freud, qui est Karl Abraham, qui a écrit quelque chose sur, disons, la manière dont fonctionne la libido. Alors, on va essayer de placer
tous ces concepts et essayer de voir ensemble comment s'organise justement pour le sujet que nous sommes la possibilité dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, de la finalité telle que je l'énonce. Elle peut s'énoncer aussi autrement, mais en tout cas, pour le sujet de se réconcilier avec le désir qu'il a fondé, de s'acheminer lui-même vers sa parole. Hein. Donc ça veut dire que la pulsion, au départ, on en revient là, parce qu'on en revient toujours au niveau de la pulsion, du trib, hein, cette pulsion-là qui n'a pas d'objet et qui va chercher son débouché. Évidemment, on a vu déjà comment la pulsion commence à s'animer d'une certaine manière par le stade oral, hein, puisque si on reprend cette petite phénoménologie que j'ai mise en place de la mère à l'enfant, eh bien, la pulsation, en quoi consiste le battement utérin qui va faire que l'enfant va sortir, eh bien, ce dernier mouvement, qui fait qu'il ne va plus pouvoir entrer, va rester en lui comme manquant. Donc, il lui manque quelque chose pour revenir à l'intérieur. Et ce revenir à l'intérieur, comme il ne peut pas l'activer, bien sûr, c'est fini. Il est au monde, comme dit Beckett, c'est sans remède. Il faut avoir beaucoup d'humour. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est il va chercher à non plus revenir à l'intérieur, mais mettre la mère à l'intérieur, c'est-à-dire avaler la mère, sucer, la succion qui va lui permettre de prendre en lui la mère. Et donc là, on voit que par rapport à cette première monade qu'on imagine d'un narcissisme qui serait parfait, c'est-à-dire d'une monade parfaite. Alors ça, c'est un peu le présupposé sur lequel sont partis Yankler et Berkeley. Mais Lacan n'est pas d'accord avec ça, et c'est là que va intervenir le génie de la clinique lacanienne. C'est que, bien sûr, il apprécie très fortement ce texte, il en conseille la lecture et l'étude, hein, parce que c'est ça aussi passer par les signifiants lacaniens, c'est revenir sur les textes et puis essayer de saisir la logique inhérente à ces textes-là, qui est une logique vraiment analytique. Donc, il présuppose qu'il y aurait une sorte de narcissisme, une forme d'autarcie jouissante. Dans le stade premier, donc, du fœtus, où il serait lui-même plein de sa propre finitude, et ce qui est vraiment une supposition qui vient par Nartrag, hein, puisque, évidemment, comme il n'y a pas de conscience là du sujet, il ne peut pas en être ainsi. Mais, après coup, on pourrait s'imaginer qu'il y a là une sorte de sphère de jouissance, comme je vous rappelle que pour les Grecs, la sphère était le modèle de la forme qui se jouit d'elle-même dans tous ses bords, jusqu'à l'écorce et jusqu'au centre, qui se tient sur elle-même, en elle-même, qui n'a besoin de rien d'autre, en quelque sorte. Or, nous savons que c'est une illusion, parce que, évidemment, après coup, quand l'enfant naît, il y a eu la création d'un objet, hein, puisque la mère est là, et en principe, si tout se passe bien, elle le prend dans ses bras, elle le met sur elle-même, et donc il a devant lui. Donc c'est ça la création de l'objet, c'est que le premier objet, c'est la mère. Hein. C'est là où, justement, on en revient à cette fameuse dimension phallique du bébé, qu'il soit garçon ou fille, de vouloir revenir d'où il vient, c'est-à-dire pénétrer d'où il vient. Et comme il ne peut pas, il y a une inversion qui se passe, et donc il va essayer de faire rentrer en lui la mère. Donc, d'actif phallique, qui est mobile, il va devenir, lui, partiellement, déjà, avec sa bouche,
Il est actif, mais pour faire venir à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans une position où il serait passif. Donc, on a assisté à la création d'un objet, mais ça s'est passé trop vite. Nous n'avons rien compris à cette histoire. Toute l'ambivalence, là, de ce qui va se passer, va se trouver sur le plan du langage. C'est pour ça que, sans ce travail mené par Lacan sur l'accès du sujet à la parole, au signifiant, eh bien c'est impossible de comprendre quoi que ce soit, parce que nous passons à côté donc de l'ensemble de ces ambivalences qui vont régir les stades oral, anal, phallique, génital, et nous ne pouvons pas comprendre si nous ne nous pénétrons pas de l'idée que pour que ça ait lieu, il aura fallu, au futur antérieur, que ce soit déjà présent à l'origine. Donc, il ne peut pas exister un stade narcissique parfait, c'est-à-dire où l'image du paradis, de ce jardin perdu, où nous faisions un avec l'autre. C'était juste que cette unité n'était pas encore faillée, en quelque sorte. C'est que sa faille était juste marquée, mais elle n'était pas activée. Parce que, bien sûr, nous ne pouvons devenir que ce que nous sommes déjà, c'est-à-dire une singularité coupée. Hein, c'est ça la castration. Hein, et sans stade phallique, il n'y a pas de castration. Donc tous les pseudo-psychanalystes qui se sont engouffrés dans la gender studies pour être à la mode à l'époque, etc., c'est juste le signe qu'ils n'ont jamais rien compris à la psychanalyse. Puisque la sexuation, c'est la coupure. Et la coupure, même si elle a lieu sur un temps ultérieur, elle est toujours déjà présente dans la possibilité elle-même de cette coupure, qui fait que le bébé aura confondu la mère avec son complément anatomique originel, qui n'est pas la mère, mais qui est le placenta, nous l'avons déjà vu. Donc nous sommes là dans une considération de Yankel et Berkeley, qui disent que non seulement l'amour est toujours teinté d'une certaine culpabilité, inconsciente bien sûr, mais qu'en plus il n'est là que pour contrevenir, aller contre, venir contre une culpabilité originelle. Alors, bien sûr, c'est là où il convient de ménager aussi, nous l'avons déjà vu, une différence entre le sentiment de culpabilité et la culpabilité réelle. La culpabilité réelle, vous avez commis un acte, vous vous savez coupable. Le sentiment de culpabilité, c'est vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais vous vous sentez coupable. Ce que je voudrais, c'est vous donner la réfraction de ces vérités dans le sens. Il faudrait arriver à donner une idée d'une structure qui soit telle que ça incarnerait le sens d'une façon correcte. Contrairement à ce que on dit, il n'y a pas de vérité sur le réel, puisque le réel se dessine comme excluant le sens. Ça serait encore trop dire qu'il y a du réel, parce que pour dire ceci, c'est quand même supposer un sens. Le mot réel a lui-même un sens. J'ai même dans son temps un petit peu joué là-dessus. Je veux dire que invoquer les choses, j'ai évoqué en écho le mot reus, qui, comme vous le savez, en latin veut dire coupable. On est plus ou moins coupable du réel. Donc cette culpabilité qu'on peut entendre culpabilité, hein, puisque le substantif de culpabilité, c'est plutôt l'adjectif de culpabilité, c'est coupable, donc ça veut dire aussi donc susceptible d'être coupé.
Donc cette coupure, comment nous pouvons nous la représenter? Alors c'est là où Jenkel et Berkeley font une sorte de pari sur lequel ils rient eux-mêmes, parce que ça leur semble quand même un peu aberrant ce qu'ils avancent. Mais leurs observations et la logique les amènent à ça. À situer donc déjà deux forces, les deux forces décrites par Freud, dans l'inconscient, que sont Eros et Thanatos. On peut concevoir donc Eros comme le nom divin, puisque Eros c'est le nom d'un dieu grec, de la libido à concevoir, mais ça ne viendra que par Lacan, comme ce désir de se réapproprier, de rassembler et de recoller à soi ce qui a été perdu. Ce qui a été coupé, justement, puisque Thanatos, donc la mort, c'est cette force de destruction qui, pour eux, et là on rejoint bien sûr, vous vous souvenez, le séminaire sur le fou de Wittenberg, l'intuition géniale de Luther, pour lequel la force primitive est une force de destruction. Ce qu'on a appelé la haine. Et donc la haine est première. C'est non seulement que l'amour ne peut pas exister sans la haine, mais s'il n'y avait pas la haine originelle, donc je vous renvoie à ce séminaire, on ne va pas refaire ça à chaque fois, mais il est important de noter là que ils arrivent à la même conclusion, et c'est pas pour rien, parce que c'est quand même presque 3 siècles après, mais bien sûr la logique qui s'est instaurée, s'est développée, et effectivement, notamment avec Kant, et eux ils en arrivent à l'intuition qu'ils ne peuvent pas dénier comme ça, que l'instinct, ce qu'ils appellent instinct, c'est une mauvaise traduction de tribe, parce que tribe c'est pulsion, mais que la pulsion de destruction est première. Et cette pulsion de destruction, elle s'adresse d'abord à cette monade elle-même, puisqu'il n'y a rien d'autre au départ. Et donc c'est ce qui permet de séparer cette monade, qu'on peut comparer là à cette séparation au sein du ça et du moi que fait Freud dans le ça et le moi. C'est-à-dire le moi n'est qu'une partie du ça. Donc il y a une scission qui va se faire dans cette pseudo intégrité, narcissisme parfait auquel on peut croire quand on croit, disons, aux choses parfaites. La psychanalyse, la vraie, c'est-à-dire la psychanalyse lacanienne, il n'y a rien de plus éloigné, freudo-lacanienne, je rajoute, parce que Freud aussi n'était pas du tout dupe de ça. C'est justement ce qui fait sa grandeur, c'est de ne pas coller et coudre artificiellement ce qui a toujours été déjà déchiré originellement. Donc il y a une déchirure première. Donc Thanatos lui-même, en tant que destructeur, est premier par rapport à Eros, qui va chercher à rassembler ce qui est disjoint. Donc nous avons là deux positions antagonistes qu'on retrouve bien sûr dans la description de Dasding et dans la description du sujet lui-même, puisque le sujet va être divisé. Il est divisé parce que la chose elle-même est divisée, mais la chose elle-même est divisée parce que le sujet ne peut apparaître que par une division. Donc nous avons un aller-retour entre soi et l'autre, et c'est là où Lacan fait quelque chose d'absolument génial, c'est-à-dire qu'il reprend l'une des expériences les plus marrantes de la physique avec l'histoire du bouquet et des fleurs, avec l'optique, mais lui il l'inverse bien sûr comme il fait à chaque fois, et c'est le vase qu'il fait apparaître en second comme étant ce qui va contenir les fleurs dans une image qui est une projection. Donc là, il regrette que Berkeley et Jenkel n'aient pas connu, bien sûr, la tripartition que lui a activée entre imaginaire, symbolique et réel, parce que ça leur aurait évité beaucoup d'errance dans leurs suppositions. La fameuse
unité du moi que l'enfant voit dans le miroir, c'est tout simplement parce que Lacan, lui, dénie cette autarcie, ce narcissisme parfait qui serait le nôtre quand nous sommes dans le ventre de la mère. Et il place là le miroir, un miroir plan par rapport au miroir convexe. Bon là, je vous laisse voir l'expérience du bouquet renversé et ce qui s'appelle le stade du miroir chez Lacan. Donc il y a un miroir convexe et puis il y a un miroir plat. Et ce miroir plat, il appelle grand A. Grand A, c'est pas pour rien. C'est A majuscule, le lieu des signifiants. Donc ça veut dire que le premier moment où le bébé va se reconduire dans sa tentative de retrouver son unité perdue, ça va être avec son image. Donc quand il se prend lui-même comme objet, parce qu'on a l'habitude de dire les stades du narcissisme, c'est d'abord le sujet lui-même pris dans sa totalité comme une sphère, eh bien il fonctionne sur lui-même comme ça et en lui-même, ce que Lacan dénie. Le deuxième, il se prend lui-même comme objet. Mais quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que dans le stade du miroir, donc l'autre, c'est lui-même. Donc on voit que le moi n'est que l'image de l'autre projetée et inversée dans lequel le sujet se reconnaît. Mais il ne se reconnaît pas comme un lui-même singularisé. Il se reconnaît, comme on l'a déjà vu, dans une sorte de Geschlechtstrieb, c'est-à-dire de pulsion d'espèce, une pulsion de reconnaissance sur laquelle il se fonde. Et c'est là que naît l'identification, cette notion d'identification. Et on va voir que cette notion d'identification, elle est absolument majeure, puisque c'est à partir du questionnement sur la place du psychanalyste, que Lacan va jusqu'à appeler situation, pour comment faire avec le transfert de l'analysant. Eh bien, l'analyste doit prendre en compte ce que Jenkel et Bergley ont appelé une zone neutre entre le combat que se livrent Eros et Thanatos. Thanatos qui vient en premier donc détruire, donc entre guillemets détruire l'unité imaginaire, bien sûr, hein, et la libido, Eros, qui vient ramener ça. Mais la manière de ramener d'Eros, ou de la libido, quand les étapes sont correctement suivies, ça se passe sur un autre plan. C'est ça qui s'appelle l'introjection. L'introjection, c'est il y a une conscience obscure de l'objet. C'est pas une conscience aujourd'hui comme on peut avoir conscience de la chaise qui est là ou de la lampe qui est là. Mais c'est une conscience obscure qui a quelque chose devant. Objet, ça veut dire devant. Et donc, si pour Freud, dans son essai Psychologie des foules et analyse du moi, le titre, si dans cet ouvrage-là, Freud met en place son système d'identification, c'est parce que la première identification, et là il faut revenir sur plusieurs séminaires en arrière, sur l'identification au père, mais qui n'est pas encore là, puisqu'il est juste ce qui fait que l'enfant ne se reconnaît pas dans le regard de la mère qui cherche à travers lui et au-delà de lui, et que l'enfant sait qu'il y a quelque chose entre. Cet entre-là, c'est ce à quoi il va d'abord s'identifier, et donc cette identification-là, elle est forcément de type partiel. C'est ce qu'on appelle Einigerzug, c'est-à-dire que c'est un trait qu'on va retrouver très précisément dans le chemin des identifications, et ce chemin des identifications va passer par les différentes étapes du stade oral, du stade anal, du stade phallique, du stade génital. Nous allons voir ça, on va essayer de détailler ça un peu pour comprendre que si l'on est assez conséquent avec les propos de Lacan, qui sont drôles quand même, hein, c'est aimer quelqu'un, c'est l'aimer comme un ragoût de mouton. Alors là, quand on pense à toutes les fioritures de l'amour romantique et de tout ça, on se dit, bon, c'est quand même un peu fort de café. Mais
qu'est-ce qui est appelé là amour? C'est ça la difficulté, parce que est-ce que un nourrisson aime au sens où nous l'entendons? Pour les psychanalystes, ce n'est pas le cas. Parce que pour arriver à aimer un autre dans sa totalité, eh bien, il faut avoir passé le stade phallique. Sinon, c'est impossible. Et ce stade phallique, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, passe par le fait que le phallus, en tant qu'il est l'objet qui manque à sa place, donne naissance au symbolique lui-même. C'est-à-dire la parole en tant qu'elle permet de faire être ce qui n'est pas. Donc, tant que ce stade-là n'est pas non seulement atteint, mais assumé pour le sujet, c'est pas vraiment l'amour au sens où on l'entend. C'est une forme d'éros, mais un éros cannibale. Il faut le dire. Il y a quelque chose de cannibalique dans l'amour primordial, primitif, qui fait que, eh bien, le bébé va littéralement manger sa mère. Écoutez, il y a beaucoup de mères qui se plaignent au bout d'un moment quand les dents apparaissent et que l'enfant veut continuer à téter et qui mord les tétons et que ça fait mal et qu'on sent qu'il y a une volonté de s'incorporer la mère. Donc l'incorporation, c'est effectivement prendre dans son corps. C'est là où on définit une notion d'intérieur. Ces notions topologiques sont très importantes, puisque c'est sur cette topologie-là que Lacan va ensuite développer toute sa théorie basée sur la topologie, c'est-à-dire à partir d'imaginaire symbolique réel, nous allons assister à un autre genre de topologie qui est beaucoup plus près du réel, si on s'en tient à l'expérimentation du sujet, que bien sûr la géométrie euclidienne et grecque qu'il renvoie comme étant un système, disons, idéal, mais qui ne correspond pas au réel. Donc l'idéal, je vous rappelle, c'est l'imaginaire. Donc nous avons dans cette dynamique-là une analogie qui est très marquante et qui est très peu repérée, c'est que dans le développement de ces stades psychiques, nous assistons très précisément au développement de l'embryon, c'est-à-dire dans l'embryogénèse, il y a la bouche qui apparaît d'abord, et puis petit à petit qui va se différencier vers la bouche postérieure que va représenter l'anus. Donc nous avons une analogie entre les différents stades de l'évolution psychique, c'est-à-dire comment apparaît l'objet, nous avons juste esquissé ça, et comment dialectiser avec l'objet. Ce développement psychique correspond au développement embryologique. Il n'y a qu'à regarder les images maintenant qui sont susceptibles d'être prises à travers la technologie moderne pour se rendre compte qu'il y a un décalque évident entre les stades psychiques et l'embryologie. Donc là, on revient, on se souvient, on a en mémoire le texte de Freud, comme quoi, en fait, nous avons dans le travail analytique le fait de pouvoir, sa mission, c'est de rétablir ce qui ne s'est pas bien passé. Et ce qui ne s'est pas bien passé, c'est bien entendu le passage d'un plan à un autre plan. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'incorporation, on n'est pas dans l'introjection. L'introjection, c'est l'introjection d'un signifiant. Hein. Donc on n'est plus dans le même registre, là on est dans le registre symbolique. Donc, cette histoire de idéal-ish, donc qui devrait constituer cette zone neutre, comme un passage entre, disons, Thanatos qui est premier, qui est en haut, qui vient détruire l'unité fantasmatique, et imaginaire plutôt, on peut situer ça avant le fantasme, et là, nous avons Eros qui vient essayer de recoller les morceaux en quelque sorte, récupérer ce qui a été perdu. Hein, on a ce mouvement là, et entre les deux, donc, ils appellent Yankel et Berglet
ça une zone neutre, comme une zone neutre entre deux pays qui seraient en guerre. Donc cette zone neutre, aussi, ça fait appel à cette notion de topologie. C'est comme un lieu. Hein. Et c'est effectivement pour ça que le psychanalyste est assigné à cette place par l'analysant. Mais est-ce que pour autant il peut s'y tenir? Bien sûr que non. Il ne peut pas s'y tenir parce que ça ne correspond pas au réel de la clinique du point de vue de l'analyste. Puisque l'analyste, lui, doit se refuser à être l'autre avec un grand A, sous peine d'être qualifié de canaille par Lacan et de pervertir la psychanalyse, d'en faire une sorte d'égo psychologique, comme à peu près tout le monde fait, parce que l'analyste est à se situer en position d'objet, petit a, et à n'en faire que le semblant, c'est-à-dire le savoir, mais à jouer pour ça la cause du désir, mais que l'analysant doit, lui, réintrojecter au plan psychique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de consommer, là. Nous ne sommes pas sur le plan ni imaginaire ni réel, nous sommes au plan symbolique. Donc, le travail de la cure va permettre à l'analysant, assez hystérisé par son analyse, de pouvoir dire quelque chose, amener quelque chose du monde à la parole de telle manière que il puisse introjecter cet objet perdu qu'il refuse de voir perdu, parce que c'est ça hein, notre drame, c'est le refus de la perte en quelque sorte, hein, parce que vous verrez que dans le stade anal, il y a un stade anal qui est primaire, qui est celui de l'évacuation, l'excrétion. Et donc là, au départ, le bébé ne le sent pas. Il n'a pas de sphincter. Le sphincter se met en place progressivement. Hein. Et puis, il s'ouvre et se ferme comme une respiration et comme la bouche. Donc, mais la bouche est première par rapport à l'anus, qui est sa bouche postérieure. Et donc, nous devons attendre un certain temps pour pouvoir arriver à sortir du stade primaire, qui est le stade de l'excrétion, pour justement revenir à un stade où je retiens l'objet. Et si je retiens l'objet, c'est par rapport à un commandement extérieur au départ. Hein. C'est-à-dire, bon, maintenant il va falloir arrêter de mettre des couches, essaye de te retenir, et puis on va mettre en place un rythme pour que tu ailles aux toilettes, etc. Et donc dans cette première rétention, il y a bien sûr la première illusion de la maîtrise. Et c'est là où s'installe chez l'enfant la possibilité déjà de la domination, qui est une dérive, une jouissance de la maîtrise. Donc vous voyez à quel point ces stades-là sont structurants et que si il n'y a pas de parole, si l'enfant n'est pas considéré comme un sujet, et même comme je l'ai dit à des parents qui m'ont amené un petit enfant la dernière fois, comme un petit métaphysicien qui sait très bien tout ça, mais qui ne peut pas le dire, lui, parce qu'il n'a pas le matériel symbolique pour exprimer ça. Mais il le sait. Et donc, quand vous lui dites, il le reconnaît. Parce qu'en psychanalyse, bien sûr, la reconnaissance précède la connaissance. On est obligé de reconnaître avant de connaître. Comme en musique, on est obligé, ou au théâtre, de répéter avant de jouer. Donc, il y a un enjeu, là, de la part des parents, de considérer leur enfant, non pas comme on le considère à l'éducation nationale, c'est-à-dire un objet pervertissable à l'infini, hein, surtout avec les nouvelles lois et cette saloperie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Evars, là, qui est un danger absolu pour les enfants, mais comme un sujet à part entière qui sait mais ne peut pas dire. Donc, essayer de se mettre à sa hauteur, hein, d'arriver à dire pour qu'il arrive à entendre ce qui se passe réellement entre lui, ce qu'il sait, hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans son corps et ce qui se passe dans sa psyché, et pouvoir articuler, commencer à articuler. Donc, il n'y a qu'à partir de là que se met en place la possibilité sexuelle pour l'enfant qui va intervenir après coup, c'est-à-dire que dans un premier temps, bien sûr qu'elle est déjà là et que c'est la pulsion dans toute sa puissance originelle qui est, mais
cette fois purement phylogénétique, hein, puisque la pulsion concerne l'espèce, et nous sommes d'abord les représentants d'une espèce. Donc la pulsion, c'est une puissance aveugle, acéphale, qui cherche, qui va essayer de trouver les moyens de faire en sorte que l'espèce perdure. Donc que le représentant de l'espèce puisse procréer et produire d'autres de cette espèce-là. Mais sauf que cette pulsion, dans l'ambivalence qu'elle a originellement, elle se dissocie du fait qu'elle n'a pas d'objet attribué a priori. C'est-à-dire que c'est une part d'elle-même qui crée l'objet, et cet objet, c'est un objet qui est déjà inhérent au sujet lui-même. C'est pour ça qu'au final, ce que va chercher le sujet dans l'amour, c'est lui-même, mais sous la forme d'un objet. C'est là où on arrive, mais n'allons pas trop vite, à cette notion d'objet petit a, qu'on voit dans l'autre. Dans toute avancée, dans tout avènement de ce petit a, comme tel, l'angoisse apparaît, justement en fonction de son rapport au désir de l'autre. Mais son rapport au désir du sujet, quel est-il? Il est situable sous la formule que j'ai avancée en son temps. Petit a n'est pas l'objet du désir, celui que nous cherchons à révéler dans la nature. Il en est la cause. Donc revenons à cette première scission entre, on va le dire à la manière freudienne, le moi et le ça. Donc le moi qui s'extrait du ça. On peut dire que le moi va être le lieu de la perception conscience, comme dit Freud, et le ça va continuer en tant que réservoir des pulsions à pulser. Et donc ces pulsions vont se diviser entre ce qu'on appelle donc les pulsions dites sexuelles, qui sont des pulsions de reproduction de l'espèce, mais qui vont, comme on le voit dans le dessin fait par Freud lui-même, revenir sur le ich. Parce que j'ai du mal à dire moi, parce que ce n'est pas le moi. Le moi, c'est autre chose, hein. Donc quand on dit idéal du moi idéal, etc., ça me gêne, parce que le moi, c'est déjà une projection sur un autre d'un soi qui n'existe pas. On peut devenir moi à partir de cette projection-là. Mais ça y est déjà en tant qu'idéal ich. Et donc cette zone neutre-là, elle y est déjà, et c'est très difficile d'aborder parce que à quoi le petit sujet doit-il rester fidèle s'il n'y a pas cette altérité-là, radicale? Pourquoi il y aurait ce sentiment de culpabilité s'il n'y a pas cette idée d'une trahison? Il y a quelque chose qui a été trahi. Et c'est là où la clinique de Lacan est géniale, parce qu'elle vient rendre hommage à l'intuition freudienne en instaurant ce miroir comme grand A. Ceci veut dire que par la forme I de petit a, mon image, ma présence dans l'autre est sans reste. Je ne peux voir ce que j'y perds. C'est cela le sens du stade du miroir. Et le sens de ce schéma pour vous forger. Donc vous voyez maintenant exactement la place, puisque c'est le schéma destiné à fonder la fonction du moi idéal et de l'idéal du moi. C'est la façon dont fonctionne le rapport du sujet à l'autre dans la relation spéculaire, appelée en cette occasion miroir du grand O, qui domine. Donc ça veut dire qu'il y a un système de signifiants pour lequel l'homme est fait, il est
équipé de ce bloc audio-vocal d'accès à la parole pour devenir ce porteur de la parole. Et donc les pulsions sexuelles elles-mêmes vont revenir vers, c'est-à-dire cette puissance énergétique-là acéphale, vers la possibilité pour l'homme de s'auto-définir comme porteur de la parole. Entre-temps, bien sûr, il aurait dû passer plusieurs étapes. Ces étapes sont clairement exposées dans le corpus freudien qui se divise en plusieurs parties. La première partie, bien sûr, c'est la Traumdeutung, l'interprétation des rêves, traduit comme ça, je préfère dire une mantique des rêves. Il y a par-delà le principe de plaisir, et puis le troisième moment, inhibition, symptômes, angoisse. Nous allons nous arrêter un petit peu sur ce troisième moment parce que là, ça sert notre propos. Nous avons une culpabilité, en fait, disons un sentiment de culpabilité dont on ne sait pas comment le relier dans cette dynamique du sujet à déployer sur le plan psychique les mêmes phases que nous trouvons dans le déploiement embryologique. Et c'est là où, dans le troisième temps freudien, le troisième temps freudien, nous voyons apparaître cette notion d'angoisse. Évidemment, Freud se pose la question en termes d'énergétique, parce que il ne faut pas oublier qu'au départ, Freud a une vocation exclusivement scientifique pour lui. Donc, ce doit être mesurable. Ce sont des énergies, des flux d'énergie. Même son principe de plaisir, il le tire de là. C'est-à-dire que quand il y a la pulsion qui agit, c'est-à-dire qui pulse, eh bien, ça crée un afflux d'énergie tel que cette agitation ne va pas à l'être, on peut dire. Donc, il faut qu'il retrouve par l'intermédiaire du sujet, puisque seul le sujet, pour nous, est dans une possibilité de dialectiser avec l'autre, puisque c'est une histoire d'autre, donc on fait partie déjà du symbolique. Avant de pouvoir manier le symbolique, nous sommes déjà sujets potentiels dans une subjectivité. Eh bien, là, il y a une possibilité de faire descendre le niveau d'excitation, et c'est ça le principe de plaisir. C'est retrouver un principe d'excitation ramené au plus bas. L'objectif freudien, c'est de démontrer que tout notre système psychique se base sur une possibilité pour nous de gérer quelque chose qui apparaît dès le début comme problématique. C'est pour ça que le début est toujours déchiré. C'est pas après coup on peut en inférer à une espèce de paradis perdu où nous étions totalement bien et libre quelque part, etc. Mais c'est difficile d'y croire, même parce que quand on voit la vie que nous avons et ce que nous devons traverser comme épreuve, eh bien, il vaut mieux se faire à l'idée que il y a une conquête à réaliser, que cette conquête passe par un travail notamment de perte, et qui se passe justement au stade anal où il faut arriver à perdre quelque chose, et en psychanalyse, on verra que c'est perdre beaucoup de signifiants qui ne nous signifient pas, parce que nous prenons avec nous, bien sûr, dans cette tentative libidinale de recoller ce qui nous a été ôté, nous prenons avec nous la problématique de 3 générations, c'est-à-dire nos parents et nos grands-parents. Donc il s'agit ensuite de libérer ce qui nous appartient pas. C'est pas comme ça qu'on aide nos parents, quoi. C'est pas en prenant sur nous quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, qu'on les aide à résoudre quoi que ce soit. Donc, ce travail de perte, il va être lié à une phase d'objectalité, cette apparition de l'objet qui se fait de manière très progressive, puisqu'au début, il est même invisible, l'objet. Il est devant, mais il n'y est pas. Et puis, petit à petit, il va apparaître. Et puis, nous verrons que si nous le symbolisons et nous en faisons un schéma, le principe de plaisir et le principe de réalité, je vous l'ai déjà dit, c'est à prendre comme 2 mâchoires comme ça, mais qui ne se ferment pas sur elles-mêmes, comme une sphère, 2 demi-sphères qui chercheraient à se fermer. Mais là, il y a un objet.
qui apparaît et qui empêche la fermeture. Ça ne se ferme pas. Et l'objet, c'est effectivement le réel, parce que sinon nous resterions intégralement pris dans notre appareil psychique. Nous jouirions exclusivement des signifiants. Parce que l'introjection, bien sûr, ce qu'on introjecte, c'est l'objet en tant que il nous apparaît comme non seulement superflu, mais menaçant, on ne sait pas quoi en faire, et ça vient rompre notre système psychique, son unité. Qu'est-ce que ça fait là? Donc dans un premier temps, oui, on le jette. Hein. Le premier mouvement d'un objet, on le prend, on le jette. Hein. C'est le stade du Forda. Donc on essaye de le casser même pour voir ce qu'il y a dedans, etc. Ça, vous vous souvenez, c'était le séminaire 72 sur justement la notion de sexuation et disons une sorte de mise en place d'une hiérarchie des pulsions, un ordonnancement des pulsions avec le monde tel qu'il apparaît pour l'enfant. Donc nous sommes à chaque fois embarrassés d'un objet, comme dirait Lacan, comme un poisson rouge d'une pomme, et nous savons quoi en faire. Alors bien sûr, c'est là où déjà s'amorce une différence sexuelle, parce que nous n'avons pas le même rapport à l'objet que nous soyons du côté masculin ou du côté féminin. Hein, n'en déplaise aux tenants des gender studies qui sont des crétins, il faut le dire. Il y a pas à tortiller là. Tous les psychanalystes qui se sont vautrés là-dedans n'ont jamais rien compris à la psychanalyse. C'est impossible de se dire psychanalyste et adepte des gender studies et relayer les conneries de Judith Butler et autres. Donc, l'objet nous apparaît, et c'est ça qui est très important dans le texte d'Abraham, qui étudie le déploiement de la libido, justement, c'est-à-dire les différentes étapes libidinales avec un stade oral primaire, un stade oral tardif, un stade anal. Je vous mettrai le tableau, hein, que vous voyez le tableau en 6 étapes, parce que ce qui est intéressant là, c'est de constater que Abraham, lui, si on le suit, donc, effectivement, il ne peut pas y avoir d'amour véritable avant le stade phallique. Auparavant, c'est quelque chose de infra-amoureux au sens où l'éros est dévorateur. C'est-à-dire, on connaît tout ça, hein, espèce de passion, ni avec toi, ni sans moi, l'amour à mort, etc. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un cannibalisme originel. Et c'est lié à la manière dont l'objet est investi. Donc lui, il part du rêve de 2 femmes, très intéressant, où la jeune femme s'identifie au génitoire de son père. Et en fait, il prononce le mot d'amour partiel pour l'objet. Évidemment, le terme partiel va ensuite se déplacer pour devenir l'objet partiel, mais d'une certaine manière, en psychanalyse, on ne pourrait pas dissocier ces mots, objet et partiel. L'objet est toujours partiel. Ce qui est jeté devant, c'est jamais la totalité, puisqu'il y a toujours ce qu'il y a derrière. Donc, c'est bien sûr de cette partialité, hein, à entendre dans tous les sens du terme, hein, d'être une femme qui devient l'objet petit a pour un homme, hein, c'est cette partialité-là aussi du choix de cet homme-là qu'elle est aussi une part. Hein, on se souvient du dessin de Magritte, enfin du tableau avec à quoi se résume la femme en tant qu'objet sexuel pour un homme, c'est-à-dire un puzzle, hein, des bouts, les seins, les hanches, etc. Donc cet aspect partiel et partial, donc, est ce qui définit au départ l'amour. C'est-à-dire que l'objet va entrer progressivement. Donc on va passer d'un amour de soi comme image. Et là, il y a aussi une scission importante à respecter entre l'image et l'objet. Très souvent, nous confondons l'image et l'objet. Mais on peut dire, sans trop forcer la note, que l'objet lui-même, il est réel, il est là, mais son image, c'est toujours une sorte de signifiant de l'objet sur lequel nous venons fixer l'objet. Donc, quand nous introjectons quelque chose, nous introjectons l'image de l'objet. Et donc, ce faisant,
nous introjectons une part de l'objet, qui n'appartient même pas à l'objet. Mais là aussi, il y a une inversion à faire, c'est-à-dire que l'objet ne vient pas avant l'image. C'est l'image qui vient avant l'objet, comme dans le stade du miroir, où l'apparition de l'image va faire apparaître l'objet lui-même par projection imaginaire et va constituer le moi, cette fois. On n'est plus dans idéal-ish, là, on est dans le début de la construction du moi. C'est pour ça que ça me gêne de le traduire en ish idéal, en moi idéal, et idéal-ish en idéal du moi. Alors si on veut, entre parenthèses, faire la différence, en fait, moi idéal, moi idéal, c'est, je m'imagine comme ça, comme ce que je vois, donc c'est I de A. Donc moi idéal, c'est le jeune homme qui a, je sais pas, un poster d'un chanteur ou d'un joueur de football ou de Bruce Lee ou je ne sais quoi, donc il voudrait être ça. Tandis que idéal-ish, qui est mal traduit en idéal du moi, c'est de qui je voudrais être aimé ou apprécié. C'est-à-dire, dès que je fais quelque chose, je pense à cet idéal-ish, qui n'est pas forcément un personnage existant, ça peut être un composite et qui m'aime pour ça. Comme tu dis, il n'y a pas si longtemps, une petite fille me disait fort gentiment qu'il était bien grand temps que quelqu'un s'occupe d'elle pour qu'elle s'apparaisse aimable à elle-même. Elle donnait là l'aveu simple, innocent du ressort, qui est justement celui qui entre en jeu dans le premier temps du transfert, le sujet. À cette relation à son analyste dont le centre est au niveau de ce signifiant privilégié qui s'appelle idéal du moi, pour autant que de là, il se sentira aussi satisfaisant qu'aimé. Parce que bien sûr que dans ce travail de l'amour, là, c'est-à-dire qu'on est dans un déploiement de l'amour, d'un amour cannibalique en quelque sorte, presque instinctif animal, et puis ce qui différencie l'homme, c'est un autre genre d'amour, c'est d'être dans l'amour de la parole, dans l'agapé, comme disaient les Grecs anciens, donc un amour de l'autre dans sa radicale altérité, de laquelle je n'atteins aucun retour. Donc, pour être dans cet amour-là, il y a tout un travail de l'amour qui passe par ces différents stades, et bien sûr que le premier moment de l'amour renvoie le sujet à l'objet qui lui renvoie son image. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est d'être aimé, de se sentir aimé. Donc là, on voit que quand Lacan dit l'amour est toujours réciproque, ça ne veut pas dire que si vous aimez quelqu'un, ce quelqu'un va vous aimer. Ça veut dire que ce que vous cherchez, au fond, c'est que l'amour s'aime lui-même à travers vous, donc que ça vous revienne. Donc la construction de l'amour pour arriver jusqu'à l'agapé, c'est tout un travail de construction psychique avec le fait que ces introjections-là vont être petit à petit, donc vont passer de cette notion d'incorporation à la notion d'introjection symbolique, donc de revenir, de faire revenir les signifiants qui ont été refoulés pour se confronter à ces signifiants qui ont été refoulés et les amener à la parole au cours de la cure pour que justement ce qui était d'ordre juste d'un amour partiel pour un objet s'étende à l'objet. Et là on a le retour du rêve d'Abraham où la deuxième femme, elle fait un rêve où elle voit son père comme une forme intégrale sans ses génitoires. Donc, on voit que le passage de l'objet en tant qu'amour partiel qui va devenir objet partiel par glissement, eh bien, on le retrouve ensuite sur un amour, disons, inhibé quant à son but, comme dit Freud ou que reprend Reich aussi, c'est-à-dire que ce n'est plus un amour de consommation. C'est-à-dire que l'éros n'a plus besoin d'être là, ni même la philia. C'est un autre genre d'amour, c'est celui qu'on retrouve bien sûr, qui est prôné dans les évangiles, et puis c'est celui auquel doit conduire la cure analytique, c'est-à-dire petit à petit un déploiement de nos possibilités d'amour, puisque le transfert c'est ça
que l'analyste met en jeu, c'est la capacité pour le sujet de pouvoir aimer. Et aimer quoi ou aimer qui? C'est d'abord aimer son destin. La mort fati, c'est-à-dire se réconcilier avec la possibilité même de son désir. C'est là où, bien sûr, la pulsion atteint sa sublimation, on peut dire, sans perte. Ce qui fait dire à Lacan, vous voyez, là je suis en train de vous parler, eh bien je prends autant de plaisir que si je baisais. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Je pose d'ailleurs la question de savoir si effectivement je vous baise.